Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va encore attendre deux, trois petites minutes avant de débuter pour que les autres participants puissent intégrer ce webinaire. Et puis d'ici 2 minutes, on pourra commencer avec Pauline qui m'accompagne aujourd'hui. On peut y aller. Oui. On est. On va attendre Ok. une petite minute l'air thermosphère et puis après on ira directement. Oui. Et puis, Oui. Encore quelques petites secondes et puis on sera bon. Je propose de commencer. On est bon? Ouais. Parfait. Bienvenue, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire focus sur la CSRD et spécifiquement au niveau de l'ESRS E2, donc la pollution, et le SRS E3, eau et ressources aquatiques. Je me présente en 2 mots. Moi, je suis Arnaud, je suis directeur opérationnel chez Smart 2 Circle et je suis accompagné aujourd'hui de Pauline Rodberg qui est experte ESG senior et qui a également une spécificité technique autour de la CSRD. C'est d'ailleurs elle qui prendra la main lorsqu'on parlera d'aspects un peu plus techniques sur les 2 sujets qui nous animent aujourd'hui. Sur le côté pratique, magnifique, merci Pauline. Sur le côté pratique, donc au programme aujourd'hui de ce webinaire, on va aborder forcément les bases de la CSRD de manière assez macro et également les spécificités de la mise à jour et de la simplification de cette CSRD. On va également aborder le principe de double matérialité afin d'évaluer notamment les impacts de la pollution et des ressources aquatiques. On aura l'occasion tout au long de ce séminaire d'aborder aussi forcément le jargon de la CSRD. Qu'est-ce que c'est un IRO, un PAC, les MDR, les GOV, les SBM, spécifiques à nouveau aux 2 sujets E2 et E3. Et puis la structure et le fonctionnement des standards ESRS, E2 et E3. Vous allez également en pratique pouvoir poser vos questions. Donc vous voyez un petit Q&R tout au-dessus avec le point d'interrogation et vous allez pouvoir poser toutes vos questions durant ce webinaire. Soit vous allez vous rendre compte que potentiellement Pauline pourra y répondre au fur et à mesure de ce petit exposé ou simplement on pourra y revenir à la fin de ce webinaire pour répondre à quelques questions spécifiques. Alors, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de simplement vous expliquer qui sommes-nous, Smart 2 Circle. Notre positionnement chez Smart, c'est que nous sommes convaincus que le monde a besoin d'entreprises durables, que c'est bien à travers les entreprises que nous allons pouvoir bouger les lignes et faire bouger les choses. Et donc, nous avons vraiment la volonté, tout au long de notre mission, tout au long de notre accompagnement client, de donner le pouvoir aux entreprises de changer le monde grâce à leur business. On ne pense pas que les politiques vont pouvoir, en tout cas, nous donner de la matière afin de changer durablement les choses et rapidement les choses. Et je pense que nous, en tant que personnes, nous avons également des choses à faire, mais par contre, nous sommes néanmoins un peu petits pour pouvoir vraiment bouger les lignes. Or, une entreprise a une possibilité de pouvoir avoir un impact dans sa chaîne de valeur, mais également au sein même de ses activités propres.
Chez Smart to Circle, nous avons plusieurs expertises. Réalisons du bilan carbone, que ce soit la méthode bilan carbone ou le GAG protocole. Nous élaborons également des stratégies ESG pour des PME ou autres clients. Et au final, nous proposons forcément la rédaction du livrable d'un rapport de durabilité extra-financier, forcément aux normes GRI et aux différents standards en vigueur. Nous accompagnons également nos clients, ceux qui le souhaitent du moins, à l'octroi donc de labels EcoVadis et Bicorp. On sait que de plus en plus, ces labels privés prennent de la place et sont susceptibles d'être mis en avant lors de l'octroi de certains marchés publics. Nous accompagnons en lien forcément avec les stratégies ESG, les mises en conformité CSRD et également des accompagnements plus spécifiques autour de l'économie circulaire. Pour ce faire, nous sommes pas mal animés sur 4 valeurs. La première, l'excellence. On a vraiment l'envie que notre travail et notre mission servent forcément aux entreprises et à nos clients de pouvoir réellement se mettre en mouvement à travers forcément un travail de qualité et des bases solides qu'on peut leur amener, leur proposer dans notre accompagnement. Ensuite, nous avons le côté pragmatique, c'est-à-dire que nous voulons vulgariser les différentes réglementations, les différentes normes, les différentes choses pour que le sujet de la durabilité soit quelque chose de digeste, de compris et qui permet également aux entreprises de se mettre en mouvement et que ce ne soit pas un sujet qui soit un sujet lourd, pesant, énergivore. On veut vraiment amener de la légèreté à travers notre accompagnement. Ensuite, si on le fait, c'est pour avoir de l'impact, avoir un impact positif sur l'aspect environnemental, mais également un aspect positif sur l'aspect social. Nous avons réellement envie d'avoir un impact dans notre mission et c'est ça qui nous donne notamment de l'énergie au quotidien et dans chaque accompagnement client. Et pour finir, on veut le faire de manière assez conviviale. On veut avoir une relation très saine et très joviale avec nos clients. On veut garder le sourire, on veut être positif, on veut plutôt trouver des solutions qu'être donneur de leçons. On veut convertir des problématiques identifiées chez nos clients par des solutions adaptées au business de chacun et en fonction du domaine et du secteur de chaque acteur. Donc voilà, c'est bien ces 4 valeurs que nous vivons au quotidien et que nous voulons également intégrer dans notre accompagnement client. Notre équipe qui continue à grandir, donc Stéphanie, qui est la fondatrice et qui est le CEO de l'entreprise, moi-même comme CEO, puis Pierre, qui est un associé. L'équipe est également composée de plusieurs profils avec des niveaux de seniorité différents par rapport à de l'expertise technique et par rapport à de l'expérience, mais néanmoins continue à se développer car les sujets de la durabilité prennent de plus en plus de place dans notre vie, dans différents domaines d'activité, ce qui est vraiment génial évidemment. Et donc on a forcément l'envie de continuer à nous développer à travers le recrutement de nouveaux talents. Quelques références, j'aime bien le premier parce que moi j'ai travaillé 13 ans pour Decathlon et c'est là que j'ai collaboré avec Stéphanie et donc ça m'a permis de rejoindre après Smart to Circle. Donc Decathlon, effectivement, des RTL, des EVS et puis des clients aussi qui nous font confiance et qui continuent à nous faire confiance comme des Hust, des Socogetra où nous avons eu la possibilité de réaliser une première mission et puis on rattaque avec eux sur une mise à jour de bilan carbone, sur une mise à jour de stratégie ou simplement l'élaboration d'une nouvelle stratégie par rapport à un premier bilan carbone qui avait été notamment réalisé. Donc voilà, on commence aussi à sentir cette récurrence et cette envie d'avancer chez des clients, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas soumis à cette directive CSRD. Donc voilà, un peu pour vous expliquer qui nous sommes. Je pense que c'est le moment de passer la parole à Pauline qui va vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, dont je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Arnaud. Donc voilà, bonjour à tous. Pour remettre un peu dans le contexte, donc la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, donc
pour les personnes qui n'ont pas suivi les précédents webinaires, c'est une directive européenne qui a pour but en fait de mettre un cadre autour de la publication des données extra-financières, dans le but en fait que les entreprises mesurent un peu mieux les risques qu'elles ont autour des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors pourquoi est-ce que cette directive a été mise en place? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que voilà, il y avait des reportings en fait, des initiatives de reporting qui émergeaient un peu partout dans le monde. Il y a des milliers de types de reporting différents, et on se retrouvait avec un souci, c'est que des entreprises du même secteur n'avaient pas la même qualité de reporting derrière. Il y en a qui faisaient très bien l'exercice selon des normes, et puis il y en a d'autres qui faisaient un peu plus approximativement, avec voire des déclarations qui étaient un peu embellies, et donc c'est ce qu'on a appelé le greenwashing. Et donc finalement, l'Europe a voulu un petit peu cesser tout ça et refaire comme en fait les rapports financiers, et de dire en fait un rapport financier doit être le même qu'on regarde dans telle entreprise ou dans telle autre entreprise. Donc c'est vraiment cette histoire de pouvoir comparer des choses qui sont comparables, et surtout donner du crédit et de la fiabilité aux données ESG, donc environnementales, sociales et de gouvernance. Alors, la CSRD va-t-elle disparaître? On vous en avait parlé dans les précédents webinaires, où il n'y avait pas encore eu la décision de la Commission européenne. Donc, pour remettre un peu en contexte, c'est le vice-président exécutif de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, qui avait annoncé une suppression, voire, en fait, on est plutôt sur une simplification de la CSRD. Pour le 26 février. Depuis le dernier webinaire, le 26 février est donc passé, et on en sait un peu plus. On sait que donc cette CSRD va en effet être simplifiée. Alors, nous, notre position, c'est qu'on est assez content de cette simplification, puisque au début, la CSRD, avant, en fait, même cette CSRD, on n'a pas attendu la CSRD pour faire des reportings chez Smart 2 Circle. Et donc, avant cette CSRD, nos clients, ils arrivaient, ils nous disaient, en fait, nous, on a envie de faire du reporting parce que ça a du sens pour nous, on veut avoir un impact positif. Et puis, en fait, on s'est retrouvés après la CSRD avec des clients qui nous ont dit, oui, mais en fait, ça nous embête, on doit faire ça, et en fait, pourquoi est-ce que nous, on doit le faire alors que les autres ne veulent pas le faire? Et donc, en fait, on s'est rendu compte que cette CSRD avait complètement changé les motivations des entreprises, et on se retrouvait un peu, alors ici, avec la petite image, mais CSRD vs entreprises, qui ne comprenaient pas trop pourquoi elles étaient incluses dans ce champ de CSRD. Et donc finalement, si on reprend un petit peu le Golden Circle de Simon Sinek, l'objectif, le pourquoi l'Europe a mis en place cette CSRD est totalement louable. Cette histoire de vouloir plus de comparabilité, de crédibilité, de fiabilité des données, c'est OK. Le problème, c'est comment est-ce qu'elle l'a fait. Elle le demande, voilà, elle a tout complexifié en fait, tout un peu bureaucratisé, en demandant alors on parle souvent de plus de 1000 data points, donc 1000 indicateurs, voire textes en fait de mots à fournir autour de cette CSRD. Et donc finalement, on se retrouve avec des rapports énormes que personne ne va lire et qui vont finir dans un tiroir. Donc ce qui n'est vraiment pas le but final souhaité. Alors, pour remettre un peu de contexte, il faut bien vous imaginer que donc, en finance, si on compare la finance à l'ESG, mais en finance, il existe des normes sur lesquelles on fait les bilans comptables, les comptes de résultats. Et ces normes, elles ont la manière qu'elles sont faites, enfin que sont faits ces bilans. Après, on a eu une obligation, une loi qui est venue dire, ben voilà, on ne peut pas amortir les bananes, on doit amortir uniquement les immobilisations. Une immobilisation, c'est X années. On est venu réguler en fait ces normes derrière. L'ESG, les normes, elles existent depuis 30 ans. C'est les normes de JRI. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'obligation derrière. On n'avait pas de loi qui venait un peu approuver que ces normes étaient bonnes, et surtout harmoniser toutes ces normes ensemble. Et donc, c'est le but de la CSRD, en fait. L'Europe, elle s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on vienne mettre une obligation derrière ces normes, puisqu'il n'y en a pas. Et donc, on veut mettre notamment une obligation sur les normes GRI, donc, qui sont des normes de reporting extra-financier qui existent depuis plus de 30 ans. Comme il n'y avait pas de CSRD, en fait, c'était les labels
les labels bien connus, EcoVadis ou la certification Bicorp, qui sont issus du secteur privé, qui étaient un peu les gendarmes et qui venaient dire, puisqu'il n'y a pas d'obligation et pas de loi, en fait, derrière ces normes, moi, je vais venir dire que tel rapport et tel rapport, ils sont très bien, je leur donne une cote, je les approuve, puisqu'il n'y a pas de loi. Donc, on voit vraiment que cette CSRD, elle a vraiment un objectif louable à la base. Alors, le problème, c'est que il y a eu beaucoup de critiques autour de cette CSRD, notamment des critiques parce que, en fait, on avait des grosses entreprises, mais qui étaient petites, en fait, finalement, par rapport à un Ikea, ou par rapport à un Danone, ou par rapport à un Nestlé. Et en fait, elles jouaient dans la même cour, finalement. Les entreprises familiales d'actionnaires qui ont 300 employés étaient comparées au même titre que des entreprises qui ont 2000, 3000, 4000, 5000 employés, ce qui n'est pas du tout la même chose, en fait. Et donc, l'Europe a entendu ces revendications, et donc c'est ça que Stéphane Séjourné a annoncé une suppression de la CSRD, qui n'est en fait pas une suppression, mais une simplification. Et donc, le 26 février, il a été conclu à la Commission européenne que les grandes entreprises qui étaient maintenant obligées de se soumettre à la CSRD étaient d'une part les entreprises qui ont plus de 1000 employés, donc ça c'est le premier critère à respecter, et le deuxième c'est qu'elles doivent avoir comme deuxième critère soit plus de 50 millions de chiffre d'affaires, soit plus de 25 millions de total bilan. Et donc finalement toutes les autres qui étaient soumises à la CSRD avant, donc celles qui avaient environ 250 employés, etc., toutes ces autres entreprises, maintenant c'est de manière volontaire. Et alors, l'Europe conseille de faire ce reporting selon les normes VSME, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce sont des normes simplifiées inspirées de la CSRD. Alors, donc, quid de ces entreprises qui étaient anciennement soumises? Donc, selon l'ancienne CSRD, les entreprises qui avaient 2 des 3 critères suivants, donc 250 employés, 50 millions de chiffre d'affaires et 25 millions de total bilan, étaient soumis à la CSRD, alors que désormais, en fait, maintenant, ça passe en volontaire et on leur dit, si vous voulez le faire, alors on verra très recommandé de le faire, vous pouvez le faire selon les normes VSME. Donc, en fait, finalement, on se retrouve avec 80% des entreprises qui étaient soumises à la CSRD qui ne le sont plus. Alors, les VSME, c'est quoi? Donc, Voluntary Sustainability Reporting Standard pour les petites et moyennes entreprises. Donc, en fait, à côté de la CSRD, puisque la CSRD, elle concernait en fait les gros acteurs et qu'elle demandait aux gros acteurs et qu'elle demandait à ses clients et à ses fournisseurs, mais en fait, vous faites quoi pour la durabilité? Ça a engendré que du coup, des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises se retrouvaient en fait à devoir faire un bilan carbone, à devoir donner des informations sur ce qu'elles font au niveau de la conduite des affaires et ce genre de choses. Et donc, l'Europe avait mis en place les VSME, donc des normes en fait volontaires de reporting pour cibler pour ces petites et moyennes entreprises. Et donc, ces normes, elles étaient volontaires. Et elles étaient surtout inspirées de la CSRD, donc en fait elles suivent surtout la même structure. Mais elles étaient vachement simplifiées et adaptées au contexte des petites et moyennes entreprises. Alors concrètement, comment est-ce qu'elles fonctionnent ces VSME? Il faut bien imaginer en fait, et on y reviendra lors du prochain webinaire. La semaine prochaine, on a un webinaire vraiment dédié à on va plus en profondeur sur l'omnibus, là j'y vais assez vite, et sur ces normes VSME. Mais donc, je vous invite à suivre le webinaire la semaine prochaine si ça vous intéresse. Mais donc, globalement, ces VSME, comment ça fonctionne? Mais il faut imaginer que vous avez un module de base. Donc, module de base, c'est vraiment les données de base à fournir sur l'environnement, le social et la gouvernance. Quand je dis que c'est simplifié, on verra tout à l'heure en fait des exemples avec la pollution et l'eau. Mais en gros, si on prend pour le climat, le module de base, il vous demande de faire un reporting sur le scope 1 et le scope 2. C'est tout. Et puis après, vous avez un module complémentaire qui est fortement recommandé si vous avez identifié le changement climatique comme un enjeu matériel. Il est fortement recommandé d'aller ensuite dans le module complémentaire qui vous demande de faire un reporting aussi sur le scope 3. À nouveau, ce module complémentaire, ça va dépendre de la taille de votre entreprise et surtout du contexte dans lequel elle opère. Et donc finalement, nous, on est très contents de cette annonce de simplification. Pourquoi? Mais parce que, en fait, le pourquoi, il est toujours là. On a besoin de faire du reporting ESG parce qu'il y a urgence d'un point de vue environnemental, il y a urgence d'un point de vue social.
Mais le comment, on l'a changé, on le simplifie, on va droit au but parce que, comme je dis, il y a urgence et donc on ne peut pas se permettre une énorme bureaucratie. Il faut y aller plutôt to the point, quoi. Et puis finalement, ben, ça va réduire la taille des rapports, ça va les rendre beaucoup plus abordables et donc beaucoup plus accessibles aussi. On va avoir beaucoup plus envie de le lire, peut-être que ce qui était proposé avant via la CSRD. Alors, est-ce que c'est toujours intéressant, en fait, maintenant de faire du reporting ESG, alors que la CSRD ben, n'est plus, on va dire ça comme ça. Alors, il faut bien vous dire que quand vous êtes, en fait, d'un point de vue financier, vous voulez investir dans quelque chose, vous avez un nouveau projet, vous allez à la banque et la banque, elle va vous demander de fournir votre compte de résultat et votre bilan. OK? Et puis après, sur base de ça, ben, vous avez possiblement des investisseurs qui vont dire oui, moi j'embarque avec toi ou j'embarque pas avec toi sur base des données que vous fournissez. L'ESG, c'est la même chose en fait, parce que ces banques, et je vais y revenir, ces banques, elles sont toujours soumises en fait elles doivent toujours décarboner leur portefeuille. Donc elles doivent toujours essayer de trouver, travailler, de soutenir des entreprises qui font des choses bien au niveau environnemental, social et de gouvernance. Et donc pour savoir si vous faites les choses bien, elles vont demander un reporting. Vos investisseurs, c'est pareil. Les tout gros, ils restent soumis à la CSRD et les tout gros, ils travaillent avec les plus petits. Et donc, ils vont quand même venir vous embêter et demander des informations. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont vous demander votre rapport. Et puis, de plus en plus aussi, les nouvelles recrues. Si vous voulez, évidemment, ces labels aussi, parce que les labels vont continuer à être là et faire les gendarmes pour les boîtes qui ne sont pas soumises à la CSRD, qui n'ont pas de loi autour de ça. Mais en fait, finalement, tout ce monde-là va vous demander votre rapport ESG. Donc, ça reste super intéressant. Et donc, j'en ai déjà parlé, mais les grandes entreprises, il faut bien vous dire qu'il y a des grandes entreprises qui restent soumises à la CSRD, que ces grandes entreprises, elles vont revenir vers les plus petites, que le secteur bancaire reste soumis aussi et donc doit toujours décarboner son portefeuille, que en plus de ça, les boîtes qui s'étaient déjà lancées dans la CSRD, ils voient vraiment en fait une opportunité et se rendent compte que la CSRD permet de mieux se rendre compte en le faisant, en fait, en faisant un reporting ESG. Et puis, ce qui est souligné aussi, c'est que ça reste un très bon outil d'anticipation de gestion des risques, parce que c'est vrai que sans ça, en fait, on ne prend pas le temps de se poser autour de la table et de se dire, en fait, nous, on risque quoi? Notre business, on risque quoi au vu de tous les événements qui se passent pour l'instant? Donc voilà, ça c'était un peu pour la contextualisation qu'on estimait nécessaire. Maintenant, si on fait un focus vraiment plutôt, donc on repasse dans le jargon CSRD. Et donc ici, cette présentation, elle a été adaptée aussi au vu donc, des annonces qui ont été faites. Je voudrais juste dire qu'il faut bien garder à l'esprit que l'annonce qui a été faite par la Commission européenne, elle doit encore être votée par le Parlement. Donc il y a des amendements, il y a des changements qui vont encore arriver, et puis ensuite, ça devrait être transposé par le droit belge. Donc pour l'instant, c'est toujours l'ancienne CSRD qui prime en Belgique. En sachant que le Parlement va sans doute amender il y a des choses qui vont changer, donc cette présentation, elle va encore évaluer dans les prochains mois, voire années, parce qu'à mon avis, ça va mettre entre 1 et 2 ans avant que ce soit complètement transposé en Belgique, donc ça me semblait nécessaire de le dire. Mais donc voilà, cette présentation ici, pour la pollution et pour l'eau, elle a été adaptée, donc on va vous présenter les choses selon l'ancienne CSRD et en fait la CSRD toujours actuelle pour les entreprises, les toutes grandes entreprises. Et puis elle a aussi été adaptée en vous disant, en fait moi j'étais peut-être soumis à l'ancien régime, je ne le suis plus, mais si je veux faire les VSME, je dois faire quoi au niveau de la pollution et de l'eau? Alors, la double matérialité, est-ce que c'est toujours un sujet? Oui, parce que la double matérialité, comme je l'ai déjà aussi expliqué dans les précédents webinaires, elle permet d'identifier en fait quels sont les vrais sujets. Imaginons que vous êtes IKEA et vous mettez dans votre rapport, oui, voilà, nous, une des actions qu'on a fait, c'est on a retiré les gobelets en plastique des salles de réunion. Ok, c'est très bien, c'est chouette, mais vous parlez pas des vrais sujets. Nous, ce qui nous intéresse quand même, IKEA, ils vendent des meubles, ok, des meubles en bois pour la plupart. C'est connu, ils sont connus pour déforester des bois et notamment des forêts remarquables. Et donc, en fait, faire une analyse de double matérialité, ça permet non pas, c'est très bien de retirer les gobelets en plastique de vos salles de réunion, mais de parler du fait que IKEA déforeste et non pas que IKEA a changé les verres, a retiré les verres en plastique de ses salles de réunion. La double matérialité, comment ça fonctionne? Mais double matérialité, c'est un synonyme d'importance. Donc, ça veut dire que vous devez en fait identifier quels sont les sujets importants
d'un point de vue de deux axes, si vous voulez, selon deux sens. Le premier, c'est que vous devez vous demander, en fait, finalement, quels sont les enjeux climatiques, les enjeux sociaux, les enjeux de gouvernance, quel impact ils ont sur mon business, à quel point ils impactent mon business, à quel point est-ce que je risque d'être inondée et donc ça va m'embêter pour mes futures activités. Mais c'est aussi se poser la question, est-ce que mon business, est-ce que mes activités impactent en fait l'enjeu, l'environnement, le social? Est-ce que moi, de par mes activités de béton, j'ai artificialisé les sols et donc j'ai participé à ce que les inondations soient plus importantes? En gros, c'est ça l'exercice de double matérialité. Et cet exercice de double matérialité, il vous permet d'identifier donc quels sont pour vous les vrais sujets, les vrais défis que vous rencontrez par rapport à vos activités. Donc, matérialité d'impact, c'est se demander, mais finalement, moi, comment mes activités sont influencées, comment mes activités influencent l'environnement et le social. Et c'est ça, cette matérialité d'impact, on la mesure à travers des impacts qui sont soit positifs ou négatifs, donc voilà, soit positif ou négatif, ça veut dire ce que ça veut dire, soit réel ou potentiel. Donc, soit c'est réel, vous l'observez déjà aujourd'hui, soit c'est potentiel, donc c'est dans le futur. C'est par exemple, en positif, impact positif, vous avez réduction des inégalités. En impact négatif, vous avez pollution des eaux douces, par exemple par les microplastiques. Ça, c'est un impact négatif qui peut être réel ou potentiel. Et puis, la matérialité financière, elle se mesure à travers les risques et les opportunités financières. Donc, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce que ça va changer pour mon business? Qu'est-ce que je risque? Ou quelle est l'opportunité qui est là, qui se cache derrière? Mais si une taxe carbone est mise en place, ça va représenter un coût, une perte d'argent pour moi. Mais par contre, me lancer dans une telle technologie, ça peut améliorer la santé publique et donc je peux avoir accès à des financements beaucoup plus facilement grâce en fait aux produits que je vends ou aux services que je vends. Et donc, quand on regarde tout ça, on a donc cette double matérialité et surtout, on a les deux axes qui sont formés. On a d'une part la matérialité financière, donc qui dépend des risques et des opportunités, et puis vous avez d'autre part la matérialité d'impact, qui dépend donc des impacts qui sont positifs ou négatifs. Et puis en fait, ces impacts, ces risques et ces opportunités, on leur donne une cotation. Est-ce que l'un est plus fort que l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, ils sont placés par enjeu. Donc, chaque boule représente ici sur le graphique un enjeu, un sujet. Et c'est vraiment la cotation sur les deux axes qui leur permet d'avoir la position qu'ils ont dans le graphique. Et puis alors, on va prendre les sujets les plus matériels d'un point de vue financier, donc qui sont le plus haut d'un point de vue financier, les sujets qui sont les plus hauts d'un point de vue impact, et puis des sujets qui sont plus hauts sur les deux niveaux, quoi. Et cette analyse de double matérialité, elle permet ensuite de dire, ben, finalement, moi, mon reporting ESG, les données que je vais fournir, je vais le faire que sur ce qui est important, sur ce qui est matériel, donc ce qui est en vert ici sur le graphique. Alors, l'analyse de double matérialité, quid en fait? Qu'est-ce qui se passe avec cette annonce de la simplification de Omnibus? Ben, les grandes entreprises de plus de 1000 employés, elles sont toujours obligées de le faire. Les grandes entreprises de moins de 1000 employés, ben, maintenant, elles ont le choix. Soit elles font en simple, soit elles font en double. Et puis les petites et moyennes entreprises, ben, pareil, soit elles font en simple, soit elles font en double. Nous, ce qu'on conseille de faire, c'est pour les grandes entreprises de quand même rester en double et pour les petites de rester en simple. Pourquoi? Mais finalement, ces entreprises, on va dire intermédiaires, ces grandes entreprises, mais de moins de 1000 employés, elles continuent quand même à jouer et à faire du commerce, jouer dans la même cour que les grandes entreprises, en fait. Et donc, si vous êtes un plus petit fournisseur, par exemple, mais d'un Coca-Cola, d'un Danone ou quoi, ils vont venir vous demander, vous faites quoi? Parce que vous êtes suffisamment gros. Et donc, parler en simple matérialité, vous parlez juste pas le même langage qu'eux. Donc, nous, vraiment, ce qu'on conseille, c'est rester en double matérialité pour les plus grandes et puis rester en simple matérialité pour les plus petites et moyennes entreprises. Alors, selon la CSRD, qu'est-ce qu'il arrive donc de cette ESRS E2, donc pollution, pour rentrer un peu plus dans le détail? Pour cette analyse de double matérialité, vous devez donc la faire sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. Alors ici, donc plutôt sur les fournisseurs directs et les clients directs. Donc ça, c'est avec la nouvelle simplification. On a dit, ben, au lieu d'aller voir tous les maillons de votre chaîne de valeur, vous pouvez vous en tenir à vos fournisseurs et vos clients directs. Par contre, attention que même si un site est tout petit, vous avez un site d'activité qui est tout petit,
mais qu'on pourrait imaginer qu'il a des grandes implications au niveau pollution. C'est pas parce qu'il est tout petit qu'il peut être exclu du champ du reporting. Justement, la CSRD met un point d'honneur à dire mais en fait, tous les sites doivent être représentés, et notamment les plus susceptibles d'avoir un impact sur l'enjeu pollution. Donc, une fois que vous avez identifié, imaginons ici par l'analyse de double matérialité, que la pollution était un enjeu chez vous, vous devez fournir des données derrière. Donc, ce qu'on appelle les data points, qui peuvent autant être des chiffres que du texte, que des unités monétaires. Donc, en fait, c'est autant qualitatif que quantitatif. Comme j'ai déjà expliqué, ces data points, ils peuvent soit être rien du tout, soit conditionnels ou alternatifs. Conditionnels, c'est par exemple, si vous êtes actif dans le secteur du charbon, on va vous demander de fournir des informations supplémentaires, mais si vous n'êtes pas actif dans le secteur du charbon, pas besoin de les fournir. Et puis les data points alternatifs, c'est quand on vous donne plusieurs possibilités, donc vous avez plusieurs moyens de donner ces informations. Par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre, vous pouvez suivre selon différents référentiels, ben vous en choisissez un, et puis après vous donnez des informations selon ce référentiel-là. Et puis enfin, les dispositions transitoires, ce qu'on appelle phasing, mais c'est toujours d'actualité, il n'y a pas en tout cas eu de communication là-dessus. Donc c'est des data points qui sont qu'on peut avoir un délai supplémentaire pour les fournir. Ici, c'est même l'idée que, a priori, toute la CSRD, donc tous ceux qui restent concernés par la CSRD, ça va même être reporté de tous les data points de 2 ans. Et donc, les dispositions transitoires, est-ce que, à mon avis, ce sera aussi toujours d'actualité, que même si tout est reporté de 2 ans, mais certaines données qui étaient aussi à fournir dans 3 ans seront peut-être toujours aussi à fournir dans 3 ans après les 2 ans, quoi. On verra. Donc cette CSRD, elle est toujours composée des deux grands ESRS principaux. Donc on avait fait un premier webinaire là-dessus. Et puis il y a ces ESRS dans l'environnement, dans le social et dans la gouvernance. Et donc ici aujourd'hui, dans l'environnement, ce qui nous intéresse, c'est la pollution, l'eau et les ressources marines. Alors, si on rentre donc dans la pollution, il faut bien se remettre en tête que la première chose qu'on vous demande au niveau des data points obligatoires, donc des données à fournir selon la CSRD, c'est que vous avez des data points qui sont obligatoires à fournir dans tous les cas. Même si aucun sujet, après l'analyse de double matérialité, aucun sujet n'est matériel, vous devez quand même donner des infos basiques en fait, sur votre entreprise, vos organes de gouvernance, quel est votre business model, si votre périmètre de votre rapport de durabilité est le même que celui de la finance, par exemple, tout ce genre de choses. Et puis, une fois que la pollution, ici, dans ce cas-ci, s'avère matérielle, vous avez des informations obligatoires à fournir, notamment sur les politiques, les actions et les cibles que vous mettez en place pour suivre en fait cet enjeu pollution. Donc politique, une direction générale. Action, c'est ce que vous mettez concrètement pour arriver à votre direction générale. Et puis après, vous pouvez avoir des cibles, des objectifs et des métriques pour suivre ces actions et ces cibles dans le futur. Et puis alors, donc ça c'est une fois que l'enjeu est matériel, vous êtes obligé de donner des informations sur ces politiques, actions et cibles. Et puis vous avez aussi des datas thématiques. Donc en dessous en fait de cet enjeu pollution, vous pouvez avoir pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des microplastiques, etc. Mais vous pourriez être très bien concerné par la pollution de l'air parce que vous avez énormément de transport en fait vous faites beaucoup de fret dans votre entreprise. Par contre, les microplastiques, c'est pas un sujet chez vous. Ben, très bien. Dans ce cas-là, vous donnez des informations supplémentaires sur la pollution de l'air, mais vous n'en donnez pas sur le microplastique. Toutefois, si vous avez de manière volontaire envie de parler des microplastiques, même si ce sous-sujet n'est pas important pour vous, vous pouvez le faire. C'est ce qu'on appelle donc les data points volontaires. Donc ça, ce fonctionnement-là n'a pas été remis en question pour l'instant par la simplification Omnibus. Donc, je vais aller très vite ici, mais le SRS2, donc c'est vraiment les informations générales de l'entreprise que vous devez fournir. C'est environ 133 data points. Alors, par contre, la simplification de l'Omnibus a annoncé qu'ils allaient diminuer le nombre de données à fournir. Donc, ces 133 vont peut-être devenir 60 ou 50 dans le futur, on verra. Et puis, donc, ici, vous identifiez un sujet comme la pollution qui est matérielle. Dans ce cas-là, vous devez fournir des informations obligatoires sur les politiques, les actions et les cibles. Et en plus, on dit IRO, donc impact, risque et opportunité, donc sur la manière dont vous avez fait
l'analyse de double matérialité sur le volet pollution. Et puis alors, c'est ce que je disais, si, imaginons, vous avez identifié que la pollution de l'air était un sujet chez vous, vous devez fournir des informations supplémentaires, la pollution de l'air est un sous-enjeu de l'enjeu pollution. Et si vous voulez en plus parler des microplastiques, libre à vous de le faire, vous avez des data points supplémentaires. Donc ici, pour la pollution, on se retrouve avec quoi? Mais si on va un peu plus dans la pollution, le sujet, les sous-sujets, c'est air, la pollution de l'air, de l'eau, des sols, la pollution des organismes vivants et des ressources alimentaires, des substances préoccupantes, voire extrêmement préoccupantes, et puis les microplastiques. Donc ça, c'est tous les sous-enjeux qui pourraient être matériels dans votre cas. Quand on applique ce fonctionnement de la CSRD à l'enjeu ESRS2, donc pollution, vous avez 3 data points, donc ce n'est pas grand-chose à fournir sur la manière dont vous avez fait votre analyse de double matérialité vis-à-vis de l'enjeu pollution. Et puis, vous avez 32 data points à fournir sur politique, action et cible. Donc, je redis, data point, ce n'est pas forcément des chiffres, c'est surtout en fait une explication. La politique, en fait, c'est du texte, c'est des mots, il n'y a pas de chiffres là derrière. Et puis après, data thématique, en fonction de si tous les sous-enjeux, donc pollution de l'air, de l'eau, des microplastiques, etc., sont matériels pour vous, vous pouvez avoir 43 data points qui sont supplémentaires aux 35 autres, et vous avez 20 data points qui sont volontaires si vous souhaitez faire du reporting en plus et être bon élève. Alors, bon à savoir, comment savoir si vous faites une pollution avec des substances extrêmement préoccupantes? En fait, il existe une directive européenne qui fait un listing en fait, de toutes ces substances extrêmement préoccupantes et qui donc demande que vous en disiez un peu plus sur les émissions de ces pollutions extrêmement préoccupantes. Enfin bon, tout ça pour dire que on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière le mot extrêmement préoccupant, mais qu'ici, en fait, il y a un listing qui est fait via cette directive. Et ce qui est important aussi, ce que la CSRD précise, c'est que, en fait, si vous fixez une cible, je ne sais pas moi, vous vous dites, en fait, on ne veut plus arriver, on est à 10 grammes de polluants par litre, peu importe, et qu'on veut arriver à 5, mais que 5, en fait, c'est l'objectif de la loi, mais en fait, vous faites rien en plus de la loi. Alors, vous pouvez dire que votre objectif, c'est 5, mais il faut quand même préciser que c'est issu de la loi et que ça ne vient pas de vous, quoi. Donc ça, la CSRD insiste sur ça. Alors maintenant, selon les normes VSME, donc cet aspect pollution, mais finalement, en fait, ces politiques, actions et cibles, on les retrouve aussi dans les VSME. C'est juste qu'au lieu qu'elles soient chaque fois applicables à un sujet eau, biodiversité, pollution, les politiques, actions et cibles pour les VSME, donc les normes simplifiées, elles sont générales. Donc en fait, vous avez un peu en introduction, vous avez un peu toutes les pratiques, les politiques, les actions et les cibles que vous menez sur en fait tous les sujets. Et donc tout est rassemblé dans un bloc à ce moment-là, mais elles existent toujours, elles sont juste agencées autrement. Et puis, concernant la pollution, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le module de base, on vous dit, si jamais vous êtes une entreprise qui est concernée par des polluants et que ces polluants sont alors soit reconnus par la loi comme des polluants un peu embêtants, soit en fait vous dites, en fait moi j'ai envie d'être proactif et de dire que vous polluez et de ne pas nier le sujet que vous faites de façon volontaire. Dans tous les cas, si, en tout cas, soit vous êtes concerné par la loi, soit vous le faites de façon volontaire, mais qu'il y a un endroit où vous publiez ces polluants, mais soit vous référencez l'endroit, soit vous remettez le listing dans le reporting. Si vous ne faites rien, si vous n'êtes ni concerné légalement, ni vous n'avez envie de le faire volontairement, vous dites juste que ça ne vous concerne pas. Et puis dans le modèle complémentaire sur la pollution, il n'y a rien. Donc en gros, la pollution, dans les VSME, on s'arrête à ça. Par rapport à tous les autres data points que je viens de citer au-dessus pour la CSRD. Et puis les VSME, elles vous disent, voilà, si vous devez faire un reporting sur ces émissions de polluants, voilà un peu comme on l'imagine. Vous faites une colonne avec tous les polluants, les émissions par kilo et surtout ça concerne quoi? Est-ce que ça concerne l'eau? Est-ce que ça concerne les sols? Est-ce que ça concerne l'air?
Et en plus de ça, dans les annexes, elle vous guide en vous disant, mais par exemple, pour les polluants atmosphériques, c'est typiquement les entreprises qui sont dans le secteur de l'agriculture, de l'élimination des déchets, des processus industriels. Sous-entendu que si vous êtes dans ces secteurs-là, c'est un peu compliqué de vous dépatouiller et de dire que la pollution n'est pas un sujet pour vous, grosso modo. Si maintenant on parle des ressources aquatiques et marines, donc ESRS E3 dans le jargon CSRD, mais à nouveau dans ce ESRS E3, vous avez des sous-enjeux et même des sous-sous-enjeux. Donc en fait, vous avez le sous-enjeu de l'eau et le sous-enjeu des ressources marines. Et puis dans l'eau, vous avez le sujet de la consommation d'eau, du prélèvement d'eau, des rejets des eaux. Et puis dans le sujet ressources marines, vous avez le sous-sujet, le rejet dans les eaux des océans et l'extraction et l'utilisation de ressources marines. Alors, ressources liées à l'eau, on entend donc consommation, prélèvement et rejet d'eau. Donc, c'est tout ce qui concerne ces sujets-là. Et puis, ressources liées aux mers et aux océans, c'est si vous êtes concerné vous allez en fait chercher des graviers ou des hydrocarbures dans l'océan. Si vous dépendez d'organismes vivants, donc vous avez besoin de poissons, de crustacés pour faire votre business, ou vous faites de la pêche intensive, ça c'est alors typiquement, vous êtes typiquement dans cette ESRS-là. Attention que si vous polluez l'eau, la pollution de l'eau, c'est pas repris dans le SRS 3, c'est repris dans celui qu'on vient juste d'expliquer avant, pollution. À nouveau, la CSRD vous guide puisqu'elle vous dit, si vous êtes dans le secteur de l'agriculture, de la construction, du captage, de la gestion des déchets, l'agroalimentaire, etc., le sujet de l'eau, ça va sans doute revenir, soit parce que vous utilisez beaucoup d'eau, vous en consommez beaucoup, soit parce qu'il y a une extraction de ressources qui est faite au niveau des océans. Alors ici, pareil, on vous demande donc d'aller voir dans votre chaîne de valeur, en amont, en aval, quels sont les impacts que vous avez sur l'eau, enfin quels sont les impacts que vos fournisseurs et vos clients ont sur l'eau, donc fournisseurs directs. Et puis pareil, tantôt on parlait des sites de production, mais ici on vous dit, en fait, il y a des zones géographiques, typiquement qui sont possiblement plus en stress hydrique ou qui sont plus susceptibles d'être inondées ou ce genre de choses. Si vous êtes dans une zone géographique comme ça, même si votre activité est toute petite sur cette zone-là, vous ne pouvez pas passer outre, quoi. Alors donc, pour le SRS 3, donc eau et ressources marines, vous avez, une fois que vous avez identifié l'enjeu comme matériel, vous avez 2 data points qui sont obligatoires sur la manière d'expliquer votre analyse de double matérialité sur cet enjeu de l'eau et de ressources aquatiques. Et puis ensuite, au niveau des politiques, actions et cibles que vous devez mettre en place une fois que cet enjeu eau et ressources aquatiques a été identifié comme matériel, vous en avez 32. Et puis, vous pouvez en avoir 25 qui concernent les sous-enjeux. Donc, on disait consommation d'eau, prélèvement d'eau, rejet des eaux, et 18 qui sont volontaires. Ici, donc, je vous ai mis quelques exemples de politiques actions cibles qu'on peut retrouver dans des rapports CSRD qui sont déjà sortis. Donc, on nous dit typiquement ici, la politique, c'est nous voulons réduire notre consommation d'eau, nous voulons moins gaspiller l'eau. Qu'est-ce que nous avons mis en place? Nous avons mis un système de gestion des eaux. Alors, ils n'expliquent pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ils suivent un peu mieux leur gestion des eaux que ce qu'ils faisaient avant. Et puis ensuite, ils vous parlent, voilà, on a consommé autant d'eau cette année, notre objectif, il est de ça, parce que l'année dernière, on avait consommé autant, cette année autant, et donc on voudrait ne plus consommer que X mètres cubes dans les prochaines années. Donc, à nouveau, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au niveau des actions que vous entreprenez pour diminuer votre consommation d'eau, la CSRD vous demande de faire une distinction entre les actions que vous entreprenez dans des zones qui sont très à risque et des zones qui sont moins à risque. Et à nouveau, c'est la même chose pour les politiques. Si vous mettez en place une politique de gestion d'eau, si jamais vous avez des activités dans une zone de stress hydrique élevée, donc ça veut dire que la demande d'eau est plus élevée que l'offre d'eau, on va vous dire, OK, c'est pas grave d'avoir pas de politique pour l'instant, mais on va par contre vous demander un délai. On va vous demander dans quel délai est-ce que tu comptes mettre une politique en place parce que tu es dans une zone de stress hydrique. Donc c'est pour ça qu'ils aiment bien faire la distinction entre les actions, les politiques
et finalement les cibles aussi que vous avez sur des zones qui sont plus à risque et des zones qui sont moins à risque. À nouveau, si votre cible, elle est alignée sur la loi, ben c'est très bien, mais vous ne pouvez pas dire que ça vient de vous, vous devez dire ben, cette cible, en fait, elle vient d'une loi auquel je suis soumis. Au niveau des VSME, ben, même schéma, c'est exactement la même slide ici. Je vous ai dit, les politiques, les actions et les cibles, elles sont toutes rassemblées ensemble. Donc, si on avait une politique sur la pollution et qu'on a une politique sur la gestion des eaux, ben, elles vont toutes les deux être décrites au même endroit, ensemble, en fait, dans les VSME. Et puis, au niveau de l'eau, si on va dans le module de base et qu'on est concerné par le sujet de l'eau, qu'est-ce que nous disent les VSME? Elles vous demandent deux choses. De divulguer la quantité d'eau totale que vous avez prélevée et la quantité d'eau totale que vous avez consommée. Donc, je vais revenir sur ces définitions-là. Et puis, au niveau du module complet, à nouveau, il n'y a rien qui complète ces informations. Ça suffit de fournir ces données-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un prélèvement d'eau? En gros, c'est l'eau que vous consommez via le réseau public. Donc, c'est l'eau qui sort du robinet, quoi. C'est ce que on pourrait mettre le synonyme consommation, mais eux, consommation, ils estiment que c'est l'eau qui n'est pas restituée dans l'environnement. Donc, en gros, c'est l'eau que vous avez utilisée pour mettre dans vos produits. C'est l'eau qui s'est évaporée à cause de vos systèmes d'industrie. C'est ce que vous avez mis dans les produits alimentaires. Enfin, peu importe, mais l'eau consommée, c'est ça. Alors que le prélèvement d'eau, c'est ce que vous prélevez, en fait, du robinet et que vous rejetez après dans les eaux usées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les VSME, dans les annexes, à nouveau, elles vous donnent un peu des astuces sur comment calculer cette consommation d'eau et ce prélèvement d'eau. Ici, j'ai mis en exemple que si vous travaillez dans un espace de coworking, comme c'est notre cas, et finalement, on vous dit comment vous pouvez calculer votre consommation d'eau si vous êtes dans un espace de coworking. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et beaucoup plus pragmatiques en fait dans les VSME que dans la CSRD. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce webinaire? Première chose, c'est que la nouvelle CSRD concerne beaucoup moins d'entreprises. Donc, pour être soumis à la nouvelle CSRD, en tout cas jusque maintenant, je répète, ça doit être passé au Parlement, etc. Donc, ça va peut-être encore changer. Mais la nouvelle CSRD, c'est plus de 1000 personnes, d'une part. Et d'autre part, vous avez soit plus de 50 millions de chiffres d'affaires, soit un total bilan de plus de 25 millions d'euros. Au niveau de la pollution, dans l'ancienne CSRD, si l'enjeu est matériel, vous avez au minimum, via les politiques, actions et cibles, 35 data points à fournir. Alors qu'au niveau des VSME, au niveau de la pollution, vous ne devez fournir que les émissions de vos pollutions, que si soit vous êtes légalement tenu de le faire, ou soit si vous avez décidé de le faire de manière volontaire. Au niveau de l'eau, à nouveau, si vous identifiez via l'analyse de double matérialité l'eau comme un enjeu matériel, vous avez, au travers des IRO politiques actions cibles, 35 data points à fournir. Et puis au niveau des VSME, la seule chose qu'on vous demande de publier concernant l'eau, c'est la quantité d'eau totale que vous avez prélevée et consommée, sachant que la définition est différente, comme je viens de l'expliquer. Voilà. Merci à tous et je vais repasser la parole à Arnaud. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si, je vois qu'on a encore un peu le temps, s'il y a des questions, des choses qui n'étaient pas claires sur lesquelles vous souhaitez que nous puissions simplement un peu creuser. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques. Ce n'est pas une obligation si on n'a pas. En tout cas, nous, de notre côté, on continue donc à proposer différents webinaires dans le futur. Donc, on a le prochain qui est prévu le 19 mars, qui sera donc un webinaire consacré à la loi Omnibus et au VSME. Notamment, on a déjà un peu abordé la thématique sur les différents sujets aujourd'hui, mais on va aller un peu plus en profondeur. Donc, ce webinaire du 19 mars, il est prévu à 10h30 jusqu'à 11h30. Et puis, celui d'après, c'est le 24 mars. Et là, ce webinaire-là, il sera consacré au ESRS E4, donc la biodiversité et les écosystèmes, et le E5, donc l'économie circulaire, notamment où là, on va pouvoir aborder toute la gestion des ressources entrantes et sortantes, et également la gestion des déchets.
Et à nouveau, avec cette perspective Old CSRD et VSME. Donc, on va vraiment aller voir un petit peu chaque fois sur le sujet de l'économie circulaire et sur le sujet de la biodiversité. Mais finalement, si vous êtes en CSRD, vous devez faire quoi? Combien est-ce que de data points vous devez fournir? En sachant à nouveau que ça va être simplifié dans le futur. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va sauter. Donc, pour l'instant, on vous le présente selon l'ancien format. Et selon les VSME, en sachant aussi que ici, vu qu'on a quelques minutes, les VSME, elles étaient donc applicables pour les petites et moyennes entreprises. Elles vont l'être, ce qui a été annoncé, c'est que ça va l'être pour les entreprises anciennement soumises aussi à la CSRD qui ne le sont plus, et qui donc vont pouvoir appliquer ces VSME. Est-ce qu'une distinction va être faite? Est-ce qu'ils vont revoir les VSME en refaisant une distinction petite entreprise et les plus grosses entreprises? Parce que là, finalement, maintenant, celles qui ont 250 employés sont mises sur le même pied d'égalité que celles qui en ont 10. Donc, à nouveau, il y a peut-être quelque chose qui va être travaillé. On ne sait pas ça, on n'a pas de boule de cristal. On verra en fait un petit peu les amendements, les changements qui vont être faits dans les prochains mois. Je vois que Louis a posé une question. Donc, quelle est la carte de référence pour connaître le degré de stress hydrique d'une région? Ça, personnellement, ça, j'ai pas la référence. Par contre, on pourrait peut-être se renseigner. En fait, en tout cas, je sais que pour la Belgique, il existe une carte. Alors, j'ai pas le nom exact, mais c'est vraiment quelque chose qui est public. C'est tout. En tout cas, on voit les zones inondables. Donc ça, quand on achète une maison, même, on peut aller voir en fait si on est en zone inondable ou pas. Et donc là, alors je sais pas comment eux décident à partir de quel niveau? c'est stress hydrique et que alors, soit on est inondé, soit les nappes phréatiques sont en mauvaise posture. Mais en tout cas, il y a une carte en Belgique, en Wallonie en tout cas. Ça, je suis sûre en Wallonie, parce que quand j'ai acheté la maison, j'ai regardé. Mais donc, en Wallonie, ça existe, mais je ne sais plus le nom, mais je peux retrouver s'il faut. Ok, on pourra revenir forcément avec une réponse un peu plus détaillée sur cette question spécifique, évidemment. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses ou d'autres questions avant de clôturer ce moment? Florence dit que sur le site de la région Wallonne, apparemment, il y a une possibilité de trouver une carte de référence. Ah, voilà. Donc, voilà. Merci en tout cas pour l'explication, Florence. S'il n'y a pas de questions de votre côté, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi et j'espère vous retrouver donc pour les prochains rendez-vous. Donc, pour rappel, le 19 mars et le 24 mars. Donc, si vous avez des commentaires aussi sur comment s'est passé le webinaire ou des suggestions, ou enfin, si vous avez des choses à dire, vous pouvez aussi nous le dire. Ça nous intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Bon après-midi.